Bonjour à toutes et tous. Eléa et le cluster éco-construction sont ravis de vous accueillir au dernier rendez-vous du biosourcé. Je suis Elsa Veldhuizen, coordinatrice de la SBL Eléa. Eléa est une plateforme de sensibilisation et un centre de formation dans le domaine de l'éco-construction et l'éco-rénovation situé à Namur. Le cluster éco-construction est quant à lui un réseau de 270 experts et entreprises du domaine de l'éco-construction. Il sensibilise, informe, organise des formations, représente le secteur auprès des instances publiques et œuvre à son développement économique. Les rendez-vous du biosourcé sont une trilogie de séances d'information en ligne d'une durée de 1h30 qui fait la part belle aux écomatériaux 100% naturels, recyclables et à haute performance énergétique issus de la biomasse végétale ou animale. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir tranquillement assis derrière votre écran les avantages et les qualités de ces écomatériaux ainsi que leur application à la construction. Notre invité du jour, la paille, et c'est avec Hugues Delcourt que nous clôturons cette trilogie. Hugues Delcourt, qui est ingénieur agronome en génie rural, chargé de mission au cluster éco-construction pour le projet Interreg Upstro, relatif au développement de la construction paille dans les bâtiments publics. Alors, quelques mots sur le déroulé de cette séance d'information et le mode d'emploi de la plateforme. 1 heure de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Vous pouvez interagir en direct avec Hugues grâce au chat. En effet, dans l'espace situé en bas à droite de votre écran, vous pouvez inscrire vos commentaires et vos questions. Certaines d'entre elles seront sélectionnées pour une réponse en direct à la fin de la présentation. Hugues vous proposera également de connaître votre avis sur certaines questions et vous proposera de répondre à des sondages. Les réponses s'afficheront sur votre écran sous forme de graphique et vous permettront ainsi de visualiser l'avis des participants. Voilà, j'en ai assez dit. Hugues, c'est à toi. Nous aussi nombreux. Euh, on va parler de la paille aujourd'hui. Et pour commencer, en termes d'introduction, je vais peut-être commencer par me présenter et vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Donc, en fait, avant de prendre en charge ce projet européen sur le développement de la construction en paille, j'étais ingénieur en bureau d'études, des bureaux d'études de conception environnementale de bâtiments, de techniques spéciales, etc. Et on était toujours à la recherche de solutions pour rendre nos bâtiments plus écologiques. Et j'ai trouvé la paille, et ça remonte à quelques années, mais en fait, la paille était très très peu utilisée à cette époque. Et donc, en regardant un peu comment ça se passait des constructions en paille, je me suis rendu compte qu'on avait une solution qui était techniquement maîtrisée, hyper performante énergétiquement, et qui en plus, en termes d'impact environnemental, était extrêmement favorable. Un de ses points faibles, je dirais, c'est qu'elle était méconnue. Et donc, à force de chercher de l'information sur ces systèmes constructifs, je suis tombé sur ce projet européen Upstro, dont l'objectif est de développer la construction en paille, alors spécifiquement pour les bâtiments publics et en ville. Alors pourquoi Parce que en termes de bâtiments publics, il y a un devoir d'exemplarité. On fait plein de maisons en paille, c'est connu, c'est reconnu, ça, il n'y a pas de problème du côté de la maison. Par contre, pour faire reconnaître et améliorer la reconnaissance de la paille, il faut des bâtiments exemplaires en termes de taille, je dirais. Donc, on va plutôt aller chercher des projets d'écoles, de bureaux, même des hangars en paille, des centres d'incendie aussi. Il y a un peu de tout en paille et donc on a besoin d'avoir un peu de représentativité sur des bâtiments plus conséquents pour que le secteur se développe un petit peu. Et donc, c'est en regardant ces solutions que je me suis dit, bah, effectivement, le problème, il n'est pas technique du tout. On verra après que la technique de la construction paille, c'est pas chinois. Il y avait un problème de reconnaissance. Et ce projet européen, il est entre autres basé, enfin, un des objectifs principaux, c'est d'améliorer la reconnaissance de ces techniques de construction en paille. Et on verra aussi que chaque partenaire européen, on est 5 pays européens à travailler sur le projet, a un projet de construction et chaque pays développe son projet, alors avec une typologie de bâtiments différente et avec une technique de construction différente, histoire de donner un petit panel de ce qu'on sait faire avec ce matériau. Voilà, donc on va commencer la présentation. Ok.
Alors pourquoi construire en paille? Je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est parce qu'à partir d'un élément qui est extrêmement simple, c'est-à-dire la botte de paille, c'est un coproduit de l'agriculture, on en trouve, on verra après, on en trouve des milliers de tonnes partout largement disponible. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout utiliser pour la construction. Mais donc, on a un matériau qui est largement disponible, qui est performant, qu'on peut faire rentrer dans le calcul réglementaire, euh, qui est naturel. Alors, j'aime pas trop le terme naturel parce qu'on peut tout mettre dans naturel. Naturel dans le sens où il est extrêmement peu transformé et largement disponible et renouvelable. C'est dans ce sens-là que j'entends naturel. Parce que sinon l'amiante et le pétrole, ça sort du sol, c'est naturel aussi. Donc là, c'est naturel dans le sens, c'est très peu transformé et c'est largement disponible. Durable parce que on en a des stocks considérables et même si on développait largement la construction en paille, ça ne léserait pas les stocks agricoles. Et économique parce que c'est le moins cher des isolants à performance thermique équivalente. C'est absolument le moins cher des isolants. Ça ne veut pas dire que le bâtiment paille n'est pas cher. Parce qu'un bâtiment, on verra après, c'est plein d'autres choses. Donc le fait que la paille ne soit pas chère ne veut pas dire que le bâtiment lui-même ne sera pas cher. On verra que c'est plus subtil que ça par après. J'aime bien commencer par les grands mythes, parce que dès qu'on parle de construction paille, comme c'est un sujet qui est peu connu, les premières choses qui viennent à l'esprit, c'est les trois petits cochons. Ah oui, la maison des trois petits cochons. Sous-entendu, c'est pas solide, ça paraît que le vent. Et en fait, ce n'est qu'un a priori. La construction paille, elle est basée, j'irai en grande majorité, la plupart des constructions paille sont basées sur des ossatures bois, où on utilise la paille en remplissage d'ossature bois, et la construction en bois, elle est parfaitement cadrée. On a des eurocodes pour la stabilité, les calculs de stabilité en construction bois, on se base sur les mêmes eurocodes pour faire de la construction en paille. Donc en termes de stabilité, il n'y a pas de problème. Et je dirais un autre avantage de la construction bois et de la paille, c'est que pour des soucis de simplicité de calcul, on ne prend pas en compte l'apport et la stabilité de la paille. On considère que c'est juste un isolant, mais en pratique, c'est un matériau qui a quand même une certaine élasticité. Et en termes de résistance sismique, c'est un matériau qui est très, très intéressant. Alors, on me dira en Belgique, le tremblement de terre, c'est pas fréquent, certes. Mais si on va chercher un petit peu plus loin, dans des zones à risque, ça a été testé et c'est excessivement résistant parce que la paille a cette capacité d'absorber les déformations. Mais bon, c'est pas le propos dans notre coin. Ensuite, la paille aussi, ça attire les rongeurs. Alors, oui, c'est vrai, oui, c'est pas vrai. Alors, est-ce que ça attire les rongeurs? Alors, oui, ça attire les rongeurs parce que c'est un très bon abri pour les rongeurs. Donc, si vous avez des creux, ils vont venir s'installer entre les creux. Par contre, c'est pas une nourriture pour les rongeurs et ils n'iront pas creuser là-dedans parce que la botte de paille est très dense et il y a un petit disque dedans, c'est légèrement abrasif. Donc, ils n'ont aucune raison d'aller gratter là-dedans, ça userait les dents, les griffes. Donc, quand on retrouve typiquement des petites souris, des mulots dans de la botte de paille, c'est entre les bottes de paille, là où il y a du vide, où ils peuvent s'installer. Mais ça n'ira pas plus loin. Ils n'iront pas gratter, ils n'iront pas creuser des galeries dans des isolants très denses. Alors, je parle d'isolants très denses en général, des choses comme de la paille ou du bloc de chanvre, c'est des choses très lourdes assez durs, ils n'ont pas intérêt à gratter là-dedans parce qu'il n'y a pas de nourriture. Ce qu'ils cherchent en général dans la paille, c'est les graines. Et avec les moissonneuses qu'on utilise actuellement, il n'y a plus de graines dans les bottes. Donc, s'ils y vont, c'est uniquement pour un abri. Alors, la zone de risque, je dirais, c'est en phase de chantier. Quand vous stockez la paille sur votre chantier, là, ils peuvent aller s'installer pendant la phase de chantier. Mais une fois que vous avez inséré la paille dans les murs et que tout est refermé, il n'y a plus d'interstice, il n'y a plus de raison d'aller retrouver des petites bêtes là-dedans. Ce qui n'est pas forcément le cas des isolants très légers. Il y a des cas assez courants, des isolants synthétiques. Alors, c'est pas le fait qu'ils soient biosourcés ou pas, hein, ça n'a rien à voir, c'est le fait qu'ils soient très légers. Là, ils peuvent gratter, ils peuvent facilement se créer des galeries là-dedans, des abris, et donc dans des isolants très très légers, on peut retrouver les petites bêtes parce que pour elles, c'est facile de gratter, elles se cassent pas les dents dessus. Donc en fait, il n'y a pas de problème avec les petites bêtes. Il y a une vigilance pendant la phase de chantier. Il faut stocker correctement la paille, il ne faut pas laisser trop d'interstices. Une fois que c'est mis en œuvre, il n'y a plus de problème. Un autre grand mythe, c'est le feu. La paille, ça brûle. C'est vrai que la paille, ça brûle extrêmement bien. Quand elle est en vrac,
quand elle n'est pas en ballot. Parce que quand elle est en vrac, effectivement, ben, un petit brin de paille, ça brûle très bien et ça se propage au reste du tas. Si ce n'est que la botte en elle-même est très très dense. On utilise en construction des bottes qui ont une centaine de kilos par mètre cube. Donc c'est un peu plus dense que la plupart des bottes qu'on trouve, je dirais, chez les agriculteurs en général. C'est une exigence pour pouvoir utiliser un ballon en construction, c'est qu'il soit bien dense. Et en fait, une fois qu'il est bien dense, il ne brûle pas. Il ne brûle pas, mais vraiment, ça, ça ne brûle pas. Il y a des tests en fait qui permettent de valider la résistance au feu des façades et des murs. Donc, si ces murs ne passaient pas ces tests, on ne pourrait pas l'utiliser dans certains types de bâtiments. C'est pas trop le problème du logement, mais quand vous abordez des bâtiments publics, des écoles, des choses comme ça, des bureaux, vous avez des exigences au feu à respecter pour les façades et on peut les respecter avec des murs en paille sans aucun problème et c'est même très très performant. Et ça, c'est testé. Donc, en fonction du type de bâtiment, vous aurez besoin de justifier des résistances au feu entre 30 et 120 minutes et on arrive à plus de 120 minutes avec certains murs en paille. Ici, la semaine dernière, un fabricant européen de parois en paille a testé ses murs nus, donc uniquement avec de la paille compressée, aucun enduit, rien du tout. Il avait déjà une résistance de 30 minutes. Avec 30 minutes, quand vous avez une exigence minimale, c'est 30 minutes. Par exemple, nous, on est en train de faire des bureaux, et pour des bureaux, même des petits bureaux, on a une exigence de résistance au feu de 60 minutes, ce qui est aussi le cas pour les écoles, par exemple. Pourquoi ça ne brûle pas? C'est parce que comme c'est très dense, il y a peu d'oxygène dans le ballot, et s'il n'y a pas d'oxygène, le feu ne prend pas. C'est comme un livre finalement. Si vous voulez allumer un feu, vous arrachez une page et vous mettez le feu à la page, ça brûle très très bien. Si vous voulez mettre le feu à un livre fermé, ça ne brûle pas parce qu'il y a pas d'air entre les pages en fait. Lapin, lapin, lapin. Lapin, il craint-elle plus l'humidité qu'un autre matériau? Non, en fait non. N'importe quel matériau, la grande majorité des matériaux de construction ne sont pas faits pour être exposés à de l'eau pendant longtemps. Et ça marche aussi bien pour la paille que pour du béton. Vous laissez un béton, je dirais, normal de construction exposé à l'eau, il va finir par éclater. L'eau va pénétrer dans le béton, va trouver les ferrailles, ça va rouiller, ça va exploser le béton, ça va créer des fissures. Vous mettez un isolant dans de l'eau, enfin exposé à de l'eau, qu'il soit biosourcé ou pas, à un moment donné, il finira par y avoir de la moisissure. À partir du moment où vous avez un bon couple température, humidité, vous aurez des moisissures qui vont se développer, biosourcées ou pas. Mais, à contrario, à partir du moment où vous avez une bonne conception, une bonne mise en œuvre et que vos matériaux sont à l'abri de l'eau, que ce soit de l'eau de pluie, de la condensation, des remontées capillaires, à partir du moment où vous n'avez pas de problème d'exposition longue à l'eau, la grande majorité des matériaux sont pérennes. C'est la mise en œuvre qui compte. Et quand on regarde les rapports de la QC en France, la plupart des dégâts constatés sur des bâtiments, ils ont fait un dossier dédié au biosourcé qui est très très intéressant. La grande majorité des dégâts constatés par la QC sur les chantiers, c'est des problèmes de mise en œuvre, c'est pas des problèmes liés aux matériaux. Donc en fait, pour la paille, on est particulièrement vigilant à la formation des professionnels. Il y a des guides, il y a des règles de construction, des guides, etc. On est particulièrement vigilant parce que quand c'est bien posé, il n'y a aucun problème, ça marche excessivement bien. Le... Non, je ne vais pas anticiper, je ne vais pas vous donner la réponse du quiz. On le verra après. Mais quand c'est bien mis en œuvre, c'est excessivement durable, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, oui, si vous avez des fuites, des infiltrations, des remontées capillaires, ça va pourrir comme n'importe quel autre matériau. L'exemple que je donne ici, c'est pas de la paille, mais c'est pour vous dire qu'un matériau, même biosourcé, bien en œuvre correctement, il est excessivement durable. C'est en fait la rénovation du donjon de Crupé, près de Namur. C'est un donjon du XIIIe siècle qui vient d'être rénové. La charpente est du XIIIe, elle est toujours là, et elle fait toujours son boulot. Alors, les seuls points faibles où ils ont dû refaire la charpente, ce sont les liaisons en fait avec le mur ici, parce que dans le mur est plus froid, il est un peu plus humide. Donc les liaisons étaient pourries. Donc ils ont dû refaire les liaisons uniquement au niveau du mur, mais de mémoire, ils ont gardé trois quarts de la charpente du XIIIe siècle. Et c'est reparti. Il y avait aussi une charpente du XVIe siècle qui était bien posée et qui est toujours pérenne et qui était conservée. Donc en fait, un matériau bien posé et un bâtiment bien entretenu sont pérennes. C'est pas et la paille ne déroge pas à cette règle générale. Alors les insectes apprécient la paille, typiquement les mites. Alors pour les mites, il y a eu des tests et les mites ne sont pas intéressées par la paille. Elles sont plus attirées par le bois en fait, mais pas
spécifiquement par la paille. À nouveau, parce qu'il n'y a pas d'éléments nutritifs dans la paille, pas plus que enfin un peu même moins que dans le bois. Et donc, c'est pas une source très intéressante pour les petites bêtes finalement. Un petit quiz. Alors justement, là, j'ai failli vous donner la réponse. Je me suis rattrapé tout juste. À votre avis, de quand date le plus vieux bâtiment en paille en Europe? Donc, vous avez quelques réponses, quelques propositions. 1900, 1920, 1940, 1960, 1980. On se donne encore quelques secondes. On est à 15 réponses. 71% des gens ont répondu. C'est votre dernier mot? On passe à la réponse finale. Ok, donc je vais partager les résultats. Donc vous avez répondu en majorité, presque à moitié, 50%, en 1920. Et vous avez raison. Effectivement, c'est bien 1920. C'est la maison Feuillette. Donc on peut repasser sur le PowerPoint. C'est la maison Feuillette qui est située à Montargis, au sud de Paris. Donc c'est une maison qui était construite par, elle s'appelle Feuillette parce que c'est l'ingénieur Feuillette qui l'a construit. Il l'a construit après la Première Guerre mondiale où il y avait des besoins de reconstruction importants et rapides et il s'est dit bon bah je vais utiliser ce que j'ai sous la main et donc il a utilisé de la paille. Et cette maison, un petit instant, voilà. C'est la maison qui est ici au milieu. Donc cette maison, en fait, elle était construite sur la base d'une ossature bois, donc des poutres en treillis posées verticalement, avec des bottes de paille insérées entre les poutres en treillis, enduites. Et cette maison est toujours utilisée. Elle a été rachetée il y a quelques années par le CNCP, donc qui est le Centre national de la construction paille, qui a ses bureaux dedans. Et elle vient d'être classée cette année monument historique pour son centenaire. Elle était qualifiée déjà de maison isotherme en 1920 parce qu'en fait, à l'époque, on construisait plutôt avec des matériaux lourds et pas isolants, donc les maisons étaient extrêmement froides en hiver. Et donc là, ils avaient une maison qui était confortable toute l'année, aussi bien en été qu'en hiver. Et donc, dans les articles à l'époque, ils avaient appelé ça la maison isotherme parce que la température était très très stable tout au long de l'année. Et cette maison en 1920, qui était entretenue normalement, elle est toujours nickel. Et en fait, je l'ai visitée il y a un an ou deux. Quand on va dans le grenier, ils n'ont pas refermé les têtes de mur, donc on voit toujours la paille. Et la paille qui a 100 ans qui est là, elle est un peu grisée, mais elle est toujours en bon état. Il y a une fenêtre témoin où on peut voir la paille qui est derrière l'enduit. Le seul truc qui se soit altéré dans cette paille, c'est le lien, parce qu'à l'époque, ils faisaient les liens des bottes avec des liens en acier. Et le lien en acier, c'est un peu oxydeux, c'est un petit peu rouillé, mais la paille est un peu grisée, mais toujours en très bon état. Et le bâtiment est toujours isotherme actuellement. Donc en fait, bien placé, c'est tout à fait pérenne. Il y a pas de problème avec ces bâtiments. Alors il y a d'autres exemples. Alors ça a commencé aux États-Unis, dans la grande plaine agricole du Nebraska. Donc par exemple ici, ça c'est une église de mémoire. Donc ils ont commencé en fait à construire avec des bottes de paille quand ils ont eu des presses pour faire des ballots. Donc ça a commencé, les premières presses datent de 1850, les premières maisons datent de 1880. Donc en fait, pourquoi ils ont utilisé ça là-bas? Parce que dans les grandes plaines agricoles, ils n'avaient pas de bois pour construire leurs bâtiments. Donc ils devaient faire venir le bois et ça coûtait cher. Et donc dès qu'ils ont pu utiliser autre chose que du bois, ils ont essayé de construire. Alors la première maison paille n'était pas en paille, elle était en foin et elle s'est fait manger par les vaches. Du coup, on a pris l'expérience et premièrement, on n'utilise pas du foin parce que le foin, c'est effectivement la nourriture. On utilise la paille qui est pas nutritive et puis on met des enduits dessus et donc du coup, on a beaucoup moins de problèmes avec les vaches actuellement. On n'en a plus, si ça peut vous rassurer, pour être concret. Les domaines d'application, c'est ouvert. En fait, vous pouvez faire n'importe quel type de bâtiment. Quelle est la contrainte pour un bâtiment? Quand vous êtes en logement, vous avez la réglementation thermique, mais ça, c'est extrêmement facile de la valider avec de la paille parce que la botte de paille est 2 fois plus isolante que ce que demande la réglementation. Donc, en fait, en termes de performance thermique, je dirais, il n'y a aucun problème avec la paille. Vous ferez largement plus que ce que vous demande la réglementation.
Si vous faites des bâtiments publics, vous aurez besoin de justifier une résistance au feu. Et ça, on a les tests, donc c'est des tests qui sont normalisés en Europe. Donc vous devez justifier la performance, la résistance au feu de votre paroi. Alors c'est pas que la paille, c'est l'ensemble du mur qu'on qualifie. Donc vous pouvez utiliser des tests de résistance au feu qui ont été faits selon les normes européennes, même si elles ne sont pas faites en Belgique, comme ces normes sont européennes. À partir du moment où c'est fait selon la même norme, on peut les valider en Belgique. Il y a quand même un point d'attention, c'est que si votre mur n'est pas exactement similaire au mur qui est décrit dans le test, vous devez le faire valider par l'ISIB, qui est l'organisme public pour la sécurité incendie. Mais on peut tout à fait valider des tests étrangers, et là, en fonction du type de finition, le mur peut justifier des résistances au feu jusqu'à 2 heures, 120 minutes, et donc là, si vous voulez faire des écoles, des gros bâtiments, on peut le faire. Ça ne pose aucun problème. Alors, vous pouvez faire tout type de bâtiments, alors classiquement du logement. Il y a énormément de groupes scolaires qui se construisent en France. Il y a un très gros projet actuellement en cours de développement à Bruxelles, de 3000 m², je pense. On peut faire du logement collectif. On a un magnifique exemple que je vous montrerai après. Des bureaux, des magasins. Alors, le magasin qui est illustré ici, c'est un magasin à Liège. Le bâtiment a plus de 10 ans. J'ai visité l'année passée. Ils en sont excessivement contents. Du stockage, des maisons passives, parce que on a des murs qui sont potentiellement très résistants thermiquement, donc on peut faire du passif. Des petits modules préfabriqués, donc c'est des modules préfabriqués en usine qu'on vous amène sur site et hop, on les pose et tout est prêt. C'est du bâtiment plug and play pratiquement. Et ce que j'ai pas mis ici, parce que le bâtiment n'est pas impressionnant, c'est un hangar de stockage. Donc c'est une boîte en fait, mais c'est pas pour l'architecture qu'il est intéressant, c'est parce que c'est un hangar de stockage de produits explosifs dans le nord de la France. Ils stockent en fait des solvants là-dedans, c'est des produits explosifs et ils ont fait le hangar en paille. Et donc forcément, tout le monde pose la question architecte et on met de l'ouvrage, hein, mais de la paille, vous êtes sûr? Mais si ça explose, bah en fait si ça explose, il vaut mieux projeter des bouts de paille que des bouts de béton. Donc en termes de sécurité incendie, c'est beaucoup plus intéressant finalement d'avoir un bâtiment en paille qu'un bâtiment en béton, qui serait pas forcément plus sûr. Et donc là, c'est un cube, donc je vous le montre pas parce que on voit pas que c'est de la paille, c'est un hangar, mais derrière, en fait, le maître d'ouvrage était super satisfait qu'on lui ait fait cette proposition finalement. Ici, je vous montre quelques applications qui sont un petit peu moins courantes, parce qu'en fait, la contrainte de la paille, c'est que c'est quand même un gros bloc de construction. On verra les dimensions standards après. C'est un bloc de 80 cm, il faut pouvoir le gérer. Donc, en général, si on veut simplifier la vie, on essaye de faire des murs droits. Mais il y a des gens qui se sont emballés et qui ont fait des voûtes, des dômes, des choses beaucoup plus originales. Alors, en termes de temps de travail, je pourrais pas vous dire, mais le résultat final est assez intéressant, finalement. C'était l'introduction générale. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui caractérise la paille, parce que on peut pas utiliser de la paille comme ça qui sort du champ pour en faire un bâtiment. Il y a des exigences minimales de qualité à avoir pour pouvoir utiliser ce matériau. Donc, ce qu'on appelle paille, en fait, c'est la tige qui provient des céréales, bon, typiquement du froment, du seigle, même du riz. Par exemple, de la paille de riz dans le sud de la France, on peut aussi la valoriser dans la construction. D'ailleurs, je suis en contact avec un architecte dans le sud de la France qui va faire un bâtiment de bureau en paille. Et donc, comme il est à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de la Camargue, ben, je l'ai orienté vers les producteurs de paille de Camargue pour qu'ils puissent discuter avec eux la faisabilité de son projet. Alors, bon, théoriquement, dans les règles professionnelles de la construction paille, on dit que c'est la paille de blé qui est utilisée parce que tous les tests ont été réalisés sur cette paille de blé. Mais en fait, la paille d'autres céréales marche de la même manière, si ce n'est qu'elles n'ont pas été caractérisées en tant que telles. Mais c'est la même géométrie, c'est la même forme, c'est la même densité. Donc, il n'y a pas de raison que le comportement et que les performances soient fondamentalement différentes. Mais théoriquement, c'est de la paille de blé. Qu'est-ce qu'on lui demande à cette paille? D'avoir une densité minimale. Donc, entre 80 et 120 kg de matière sèche par mètre cube. Alors, pourquoi 80-100, pas plus, pas moins? Parce que, pardon, pour assurer sa tenue dans le temps, il faut une densité minimale. Si le ballot n'est pas assez dense, il peut encore bouger dans son cadre, se comprimer un petit peu dans le temps. Et ça ne nous intéresse pas. Il faut que le ballot soit stable et donc il faut qu'il soit dense et qu'il ne se déforme pas. Donc c'est pour ça qu'on demande au moins 80.
Pourquoi pas plus que 120? Parce que déjà, on a quand même peu de machines qui font des bottes aussi denses que ça. Et en plus, plus on comprime la paille, plus sa résistance thermique se dégrade. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller au-delà parce que ça n'apporte absolument rien en termes de stabilité et ça n'apporte rien en termes de résistance thermique. Alors, on va parfois au-delà quand on fait des bâtiments en paille porteuse. Donc là, on n'a pas de stature bois du tout. On utilise la résistance de la paille pour porter le bâtiment. Donc ça, on fait des bâtiments en général, un étage maximum. Il y a un très très beau projet en France. Ils ont fait une école il y a quelques années et là, ils ont fait un centre de loisirs pour les enfants, toujours en paille porteuse avec un étage. Donc on peut le faire. C'est plus compliqué, c'est moins cadré par la réglementation, mais on arrive à le faire. Et là, de fait, comme le bâtiment doit reprendre une certaine charge, on prend des ballots qui sont beaucoup plus denses et qui vont jusqu'à 150 kg. Une exigence fondamentale aussi, c'est que la paille soit sèche. Parce que si la paille n'est pas sèche, premièrement, elle peut pourrir. Et puis, deuxièmement, si elle est vraiment humide, en fait, comme elle est, la fermentation va se dégager, la chaleur va se dégager de la fermentation à l'intérieur, on peut même avoir des feux de paille. C'est des cas très rares, c'est des cas extrêmes. Mais déjà, le fait d'avoir de la pourriture n'est pas intéressant. Et donc, on est absolument vigilant à ces critères d'humidité. Et donc, on demande de tester la paille à la réception, à la mise en œuvre, pour être sûr que la paille soit bien sèche. Et idéalement aussi, on a des critères sur la géométrie de la botte. Donc, on essaye d'avoir des fibres les plus longues possibles pour que les bottes se tiennent bien ensemble et pour que les enduits accrochent très très bien. Et des bottes les plus régulières pour qu'on n'ait pas de rectification à faire sur les bottes et que les murs soient bien plans. On peut tout à fait accepter des bottes qui sont un peu déformées, mais ce sera de la main-d'œuvre en plus et donc un coût supérieur pour former les murs, pour rectifier les bottes et les mettre en œuvre. Donc, on est aussi vigilant à ces critères de forme des bottes. Alors, pour les tester, c'est excessivement simple. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Il faut une balance et un humidimètre. Alors, les humidimètres, c'est ce qu'on utilise en agriculture pour vérifier l'humidité de blé, de stock de blé. C'est les mêmes humidimètres. Ça coûte quelques centaines d'euros. Donc, pour un particulier, il ne va pas forcément l'acheter, mais il peut en demander un en prêt ou en louer un. Donc, on vérifie en fait la densité de la botte. Donc, on pèse la botte et on ramène ça à son volume pour mesurer la densité. L'humidité, en fait, on la mesure directement. Donc, c'est soit des systèmes avec une sorte de fourche comme ça, avec deux points qui vont mesurer la conductivité électrique de la paille et qui vont en déduire l'humidité. Soit c'est une pointe qui mesure l'humidité ambiante dans la paille. Et donc, ça, c'est une mesure qui prend 3 secondes. Et on peut tester, on demande de tester au moins 10% du stock, au moins 20% d'un stock pour valider un stock de paille. Et minimum 10 bottes. Si c'est un tout petit stock, on demande d'en valider au moins 10. Et sinon, une proportion significative, donc de l'ordre de 20% pour valider un stock. On ne va pas non plus tester toutes les bottes. Si toutes les bottes ont été faites par le même agriculteur sur la même journée, par la même machine, et que ça a été stocké correctement à l'abri d'humidité, il n'y a pas besoin de tester tout le stock. On fait un échantillonnage et puis on valide cet échantillon pour l'ensemble du stock. Un petit détail qui a son importance, c'est le liant. Pour plusieurs raisons. C'est ces cordes en fait qui vont assurer le maintien de la densité du ballot pendant son transport. Donc il faut qu'on ait des cordes très solides. Donc ça, il y a des classes de résistance qui caractérisent la solidité de ces liens. Donc il faut qu'on ait des liens qui ont une certaine caractéristique de résistance pour qu'ils ne cassent pas tout simplement. Et puis surtout, on demande des liens en polypropylène, donc en plastique. Pourquoi? Parce que premièrement, ils sont très résistants et deuxièmement, les nœuds qu'on fait avec ces liens ne glissent pas. Ce qui n'est pas le cas de cordes en chanvre ou en lin, ou même si on arrivait à avoir la bonne résistance, en fait, les nœuds glissent un petit peu, et donc avec la manutention des bottes, le transport, le déchargement, les nœuds glissent un petit peu et la botte se détend. Et ça, on veut absolument éviter d'avoir des bottes de faible densité ou qui se déforment. Et donc, c'est un petit point de détail, mais il a son importance aussi. Et en fait, il a doublement son importance en termes d'impact environnemental, parce que quand on va parler rapidement des impacts environnementaux des matériaux de construction, la paille a un impact environnemental qui est extrêmement faible. C'est un matériau qui est juste récolté, transformé en bottes, mis en œuvre. Donc l'impact environnemental est très très faible. Et en fait, quand on rentre dans le détail des impacts environnementaux, une partie significative, 40 à 50% de l'impact environnemental, c'est ces deux petits liens en polypropylène. Donc, ça ne veut pas dire que l'impact est important, ça veut dire juste que l'impact de la paille est tellement faible que ces deux petits liens en propylène sont significatifs en fait dans l'ACV de la paille.
Donc, si on doit améliorer encore l'analyse de cycle de vie de la paille, en fait, il ne faut pas forcément regarder ce qu'on fait avec la paille. Il faut peut-être trouver des alternatives au polypropylène. Ce sera le plus intéressant finalement pour encore baisser beaucoup plus, enfin plus. On est déjà parmi les matériaux qui ont les plus faibles impacts environnementaux. Et donc, si on voulait encore aller plus loin, il faudra peut-être regarder ce qui se passe en fait avec ces liens en polypropylène. Quelles bottes on va utiliser? Alors, vous avez plein de modèles de bottes, mais le modèle le plus courant, c'est les petites bottes. Donc, les petites bottes, ce sont des bottes qui ont des dimensions de 37 cm par 47 cm. Alors, ça change d'une machine à l'autre. Chaque fabricant de matériel agricole a ses habitudes, mais les petites bottes tournent en général autour de 36-37 cm par 46-47. Et ça, c'est le canal de la presse qui fixe cette taille-là. Donc, c'est un canal rigide en acier où on pousse la paille dedans pour constituer le ballot. Et ça ne bouge pas. Donc, cette dimension, elle est très stable. Ce qu'on peut faire varier, c'est la longueur de la botte. Parce qu'en fonction du nombre de coups de piston qu'on va donner pour comprimer notre botte, on peut adapter la taille de la longueur de notre ballot. Et cette taille-là, il y a une certaine tolérance, je dirais, parce que c'est pas des machines de très haute précision. Et donc, la longueur, elle est précise, idéalement, à 5 ou 10 cm. Donc c'est important de le savoir parce que quand on va vouloir faire la trame de notre bâtiment et choisir le type de sature, c'est important de connaître les caractéristiques précises des bottes qu'on va utiliser pour développer une trame qui est adaptée à ces bottes pour notre bâtiment, pour éviter à nouveau de perdre du temps pour reformer les bottes. Donc le temps, c'est de l'argent. Et puis c'est pas très drôle de reformer des bottes pour les faire rentrer dans une ossature qui n'avait pas été conçue a priori pour ces bottes. Donc en grande majorité, on va utiliser les petites bottes. Mais pour les pailles porteuses, les projets en paille porteuse, on va utiliser les bottes moyennes, qui sont plus longues, plus grosses. Et là, vu le poids de la botte, vous aurez besoin d'une machine pour assurer la manutention de ces bottes qui peuvent faire 200-300 kg pour les bottes moyennes, alors qu'une botte, une petite botte va peser environ 15 kg, et donc ça peut être transporté à la main assez facilement. L'ACV, je vous en ai parlé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ACV? C'est la prise en compte des impacts environnementaux des produits de construction du bâtiment. Et donc, en fait, quand on fait une ACV, on regarde tout ce qui est flux entrant dans notre processus de fabrication d'un matériau, les flux d'énergie, les flux de matériaux, et on regarde les émissions, tout ce qui sort de notre process. Donc, les émissions de polluants, les émissions de poussière, les émissions, les déchets, la production de déchets, la pollution d'eau éventuellement, etc. On fait l'analyse de tous ces flux et on va déterminer les impacts environnementaux de nos matériaux de construction. Et ça, je vous en parle parce que c'est une préoccupation qui devient vraiment importante dans le domaine du bâtiment et de la construction. Tout simplement parce que quand on fait ces ACV de bâtiment, ces années de cycle de vie de bâtiment, en fait, quand on avait des bâtiments qui étaient mal isolés, les consommations d'énergie pour le chauffage, typiquement, étaient considérables. Et donc, finalement, l'énergie nécessaire à fabriquer les matériaux n'était pas très, très importante, comparée aux besoins en chauffage sur la durée de vie du bâtiment. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. On fait des bâtiments qui sont à la base déjà bien isolés, même si on respecte la réglementation, on fait des bâtiments plutôt bien isolés. On peut aller beaucoup plus loin en faisant des bâtiments passifs, mais en fait, à ces niveaux de performance, on se rend compte que l'impact environnemental et consommations énergétiques du bâtiment sont du même ordre de grandeur que les consommations énergétiques et que les impacts environnementaux des produits de construction. Donc, si on veut encore améliorer nos bâtiments et qu'on n'arrive plus à gratter sur la performance énergétique du bâtiment, parce qu'on est déjà très haut en performance, on va regarder ce qu'on met dans le bâtiment en termes de matériaux. Et donc, on va regarder l'impact global du bâtiment. On ne va plus regarder juste ses consommations énergétiques. On va regarder aussi ce qui se passe dans les murs, dans toute l'enveloppe du bâtiment et dans les systèmes, pour essayer de minimiser sur l'ensemble du cycle de vie l'impact du bâtiment. Et donc, le fait d'avoir des matériaux qui sont très peu impactants, c'est un plus pour le bâtiment. Parce que là, vous pouvez réellement améliorer la performance du bâtiment. Alors, petit quiz. À votre avis, en termes d'impact environnemental, quelle réduction d'impact est envisageable avec la construction en paille? Donc, par rapport à un bâtiment conventionnel, si je fais un bâtiment en paille, combien je vais gagner sur mes impacts environnementaux en ordre de grandeur? Donc, on vous donne quelques pourcentages, 20, 40, 60, à votre avis.
Ok, on se donne encore quelques secondes. Bon, quasi tout le monde a voté. Encore un vote? On arrête à 18? Ou on arrête maintenant? Ok, on arrête maintenant. 18, ok, très bien. Donc en majorité, vous avez répondu 40% et le chiffre juste après, c'est 60%. Eh bien en fait, non, c'est plutôt 20%. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais un bâtiment, c'est pas que des murs et c'est pas que de la paille. C'est un ensemble de produits. Et en fait, quand on fait la CV d'un bâtiment, alors certes, sur un mur, il faudra que je regarde en détail, mais j'ai pas le chiffre exact, mais on a fait en fait des tests sur des bâtiments complets. Et donc le bâtiment, sur un bâtiment complet, c'est pour ça que je disais construction paille, pas juste mur paille. Bah, dans un bâtiment complet, vous n'avez pas que des murs et que de la paille. Et quand on fait l'analyse de tout un bâtiment, bah, le gain, on vise un gain d'au moins 20%. Donc sans rentrer dans le détail, en Belgique, on a un outil qui permet de faire les ACV de bâtiments qui s'appelle Totem. Donc leur préconisation, c'est qu'on obtient une réduction significative des impacts environnementaux si on arrive à 20% d'économie sur les impacts environnementaux. Et avec du bois paille, sur les exemples, enfin sur l'exemple qu'on a testé, on y arrive assez facilement. On arrive à, selon les hypothèses, entre 20 et 25, 27%. Alors ça peut sembler étonnant, mais en fait, il y a plein de raisons pour arriver à ces résultats. Je rentrerai pas là-dedans en détail, mais tout simplement, on verra par après. On peut arrêter et continuer la présentation. C'est que vous avez des éléments qui sont intangibles et qui sont impactants, typiquement les vitrages. Et donc, en fait, quand vous avez un bâtiment, la partie menuiserie peut être significative en termes d'impact environnemental. Et ça, que vous ayez un bâtiment qui est écologique ou pas, bah, des vitrages, vous en aurez besoin. Donc, je dirais à bâtiment équivalent, vous ne changez rien à l'architecture du bâtiment, vous changez que les matériaux. Eh bien, en fait, on se rend compte que la contribution du vitrage, alors ça dépend du type de bâtiment, mais peut être significatif. Et donc, je dirais, un moyen de réduire l'impact environnemental du bâtiment, bah, c'est aussi de travailler avec l'architecte pour optimiser les surfaces dont on a besoin. Déjà, si vous voulez construire avec 20% d'impact en moins, construisez 20% de surface en moins, si c'est possible. Avec un bon architecte, vous optimisez vos surfaces, vous définissez un besoin avec votre maître d'ouvrage et vous voyez avec lui s'il a besoin des mètres carrés qu'il imaginait au départ. C'est pas moyen d'optimiser, de mutualiser. Vous travaillez avec un architecte qui va vous faire une bonne conception pour éviter les mètres carrés perdus. Et du coup, si vous faites 20% de surface en moins, c'est 20% du coût en moins et c'est grosso modo 20% des impacts environnementaux en moins. L'exercice que je vous montre ici, en fait, c'est un exercice qu'on a fait sur l'école de Binche, Notre-Dame de Bon Secours à Binche, qui était un bâtiment en bois paille. Donc, on s'est posé la question, tiens, ce bâtiment, il est livré depuis 2017, les utilisateurs, l'école en est super content. Et on s'est dit, tiens, on va le tester. C'était le premier bâtiment public, la première école qu'on avait en Wallonie en paille. On s'est dit, c'est un bel exemple, on va le tester. Donc, on a voulu tester le bois paille de base et on a testé différentes variantes. Donc, on a testé une variante chanvre et on a testé des variantes plus conventionnelles, donc briques polyuréthane et béton laine de roche. Des trucs assez classiques finalement. Et donc les impacts environnementaux, alors l'avantage de la méthode Totem, les impacts environnementaux, vous en avez plein. Dans la méthode Totem, il y en a 17. Chez les voisins en France, ils en utilisent 14, je pense, d'impacts. Et donc quand on a 14 impacts, on peut pas dire que c'est un matériau plus écologique qu'un autre, parce qu'on compare des pommes et des poires. La stratégie dans Totem, c'est qu'on a aggloméré tous les impacts environnementaux en euros de remédiation. Donc, si j'émets une tonne de CO2, combien ça me coûte de compenser? Si je pollue un mètre cube d'eau, combien ça me coûte de dépolluer? Ainsi de suite pour tous les impacts. Et donc, on se retrouve avec un indicateur unique en euros. Alors, c'est pas des euros que vous payez, c'est juste un chiffre, c'est un indicateur de compensation. Et donc ici, que ce soit le chanvre ou la paille, donc avec ossature bois, bardage bois, on a un impact de 50-51 euros par mètre carré. Avec les solutions plus traditionnelles, on a des impacts environnementaux de 60-65 euros du mètre carré. Donc, quand je vous disais 20%, c'est à partir de cette expérience que je le tire. Donc, par rapport à 65 euros, effectivement, on a facilement les 20%.
par rapport à 60 euros, on est un peu ric-rac. Alors qu'on a un bâtiment qui potentiellement est au top. On a des enduits de terre à l'intérieur, on a de la paille, on a du bois, etc. Et donc, en fait, c'est pas si facile que ça d'arriver à 20% d'amélioration parce qu'il y a d'autres éléments qui sont impactants. Et donc, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que vous avez la répartition par lot. C'est-à-dire que ici, vous voyez que dans ce bâtiment, alors c'est une école, donc c'est des classes, et on a besoin de beaucoup de lumière naturelle, donc les vitrages sont généreux. Et c'est un besoin intangible d'une école, une bonne école doit être bien éclairée naturellement. C'est important pour le confort et l'attention des étudiants. Donc on voit que dans ce projet ici, alors que ce soit la version écologique ou pas écologique, le vitrage en termes d'impact est vraiment prédominant. Alors sur les variantes écologiques, 50% de l'impact c'est le vitrage, mais même sur les variantes non éco, on a quand même encore 40% d'impact qui sont liés au vitrage. Et donc si je veux optimiser mon bâtiment, ben, je vais optimiser en regardant les postes les plus impactants. Et donc là, si je ne peux pas changer de vitrage, imaginons que j'ai déjà pris des menuiseries qui sont, en fait, les menuiseries, ce qui va changer l'impact, c'est le type de vitrage. Si vous avez du double ou du triple, ça fait plus de verre. Si vous avez des menuiseries en PVC, en alu ou en bois, ça change aussi. Donc imaginons que vous avez regardé la surface équivalente et que vous avez pris la menuiserie la moins impactante. Ça ne change pas grand-chose. Si vous voulez améliorer votre impact, ben là, il faudra travailler avec votre architecte pour voir si les surfaces vitrées sont bien adaptées. Est-ce que je peux me permettre de réduire un petit peu mes surfaces vitrées tout en conservant un confort lumineux de qualité? Et je dirais sur du bâtiment neuf, en fait, l'éclairage naturel devient vraiment un point central de la conception. J'enseigne aussi à côté du cluster et c'est une recommandation que je donne à mes étudiants, c'est que maintenant, vos bâtiments, votre clé d'entrée pour construire un bâtiment, c'est l'éclairage naturel parce que c'est fondamental pour le confort et la physiologie des utilisateurs. Une fois que vous avez bien dimensionné vos fenêtres pour vos pièces, tout ce qui est performance énergétique, la thermique, après, on sait faire, ça suivra, c'est même plus un problème, on sait gérer. Et parce qu'on voit qu'en fait, sur beaucoup de bâtiments, l'impact environnemental majeur, ce sont les menuiseries. Après, une fois qu'on a purgé le problème de menuiserie, ben, on peut aller regarder ce qui reste en termes d'impact significatif. Et donc ici, on voit que ce sont les cloisons, les murs intérieurs et les planchers, le plancher bas. Alors, le plancher bas, ici, dans la variante chanvre et paille, le plancher bas est impactant parce qu'on utilise du liège. Et le liège, en fait, il a un impact environnemental qui est pas négligeable parce que il faut le préparer, il faut le transformer. Il est cuit, il demande de la vapeur. Donc, même si c'est un matériau biosourcé, il demande une certaine énergie à sa fabrication. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que on a ici un plancher bas qui est un peu significatif. Alors, il ne faut pas prendre ces chiffres pour des généralités, parce que là, on a un bâtiment avec un étage. Ça dépend de la capacité de votre bâtiment, de la forme de votre bâtiment, de son architecture, des choix de matériaux. Donc, on ne peut pas, à partir de cet exemple-ci, tirer des généralités, mais juste avoir des points de vigilance en disant attention, parfois, le verre, on n'y pense pas forcément, c'est transparent, on ne le voit pas. Et puis, en fait, le verre, c'est excessivement énergivore à la fabrication. Et donc, en termes d'impact, c'est vraiment significatif. Alors, il y a souvent aussi des questions sur la disponibilité de la paille, où au début du projet, j'ai eu des remarques disant ah, mais si vous prenez de la paille pour le bâtiment, il n'y en aura plus pour l'agriculture. Et donc, on a regardé ce qu'on avait en termes de ressources. En Belgique, grosso modo, on produit 1 million de tonnes par an de paille. On va considérer qu'on en laisse 2 tiers au champ pour ne pas dégrader la qualité agronomique des sols. On en sort 1 tiers, et ce tiers, il est essentiellement utilisé pour l'élevage, donc pour les litières, des choses comme ça. Si je considère que dans ce tiers, j'en prélève 4 à 5%, avec ce 5%, je peux faire grosso modo 1500, 1600 bâtiments, alors équivalent maisons individuelles, par an. Donc, ce 5% sur 1 tiers de la production exportée des champs, ça correspond grosso modo à la grosse louche. Avec 1% de la production de paille nationale, je fais 1500 bâtiments équivalent maisons individuelles par an. Actuellement, on est à une centaine. Donc, on a une marge de progression qui est considérable sans léser la filière agricole. Il suffit qu'ils nous laissent un petit pourcent de leur production de paille, ça nous suffit. Et on a déjà le temps de se développer pendant quelques années avant d'aller chercher un deuxième pourcent pour faire encore plus de bâtiments. Donc, en termes de ressources, c'est toujours un problème quand on utilise une ressource agricole. Il ne faut pas que ça entre en conflit avec sa fonction de base qui est de produire de la nourriture pour les gens, pour les animaux. Et là, on n'est pas dans ce cas-là. On a une ressource qui est considérable et il nous suffit une fraction de cette ressource considérable pour faire plein de bâtiments. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, on va aborder les principes généraux de la construction en paille.
Donc, je l'ai évoqué au début, la toute grande majorité des bâtiments paille, ils se basent sur une ossature bois. Et quand j'ai dit ça, j'ai rien dit en fait. Donc, des ossatures bois, vous avez 10 systèmes différents, 10 moyens de mise en œuvre différents. Mais je dirais la base, on part d'une ossature assez conventionnelle en bois, et puis on remplit avec de la paille. Alors on peut mettre l'ossature au milieu, à l'intérieur, à l'extérieur, mais des enduits, des bardages, etc. Après, il y a des variantes infinies là-dessus, mais la solution, je dirais, la plus courante, ossature bois, remplissage paille, et puis finition intérieur-extérieur. Autre solution qui est intéressante, c'est du poteau-poutre. Et donc là, la structure est assurée par les poteaux. Et puis, vous venez faire un emballage avec vos ballots de paille. Et vous voyez ici, alors on a des sangles pour compresser la paille. Et on peut utiliser aussi des montants en bois. Mais dans ce cas-ci, les montants n'ont plus aucune fonction structurelle. On les utilise uniquement pour bien aligner les ballots. Donc, ils sont là pour faciliter la pose et l'alignement, mais ils n'ont plus de rôle structurel. La structure, c'est assuré par du poteau. Grand avantage ici, c'est que vous avez un toit déjà, donc vous pouvez stocker tout votre matériel à l'abri de la pluie sous votre toit et puis faire votre chantier à l'abri des éléments, ce qui est assez intéressant. Il y a aussi des solutions mixtes. J'avais rencontré un charpentier qui faisait des solutions mixtes poutres paille porteuse, où en fait il a des poteaux, il fait un bâtiment paille porteuse et il vient déposer la charpente sur la paille, il laisse la paille se comprimer et quand la compression est suffisamment bonne, il fixe la charpente, le toit aux poteaux, aux quelques poteaux qu'il utilise autour de son bâtiment, ce qui permet en fait de faire un système mixte où on évite des tassements différentiels dans la paille, etc., où on est indépendant du travail de la paille. Donc c'est une solution mixte qui est assez intéressante aussi, parce que finalement, dans un système à ossature bois, l'impact environnemental, quand on regarde en détail, bah, c'est le bois. Donc si on peut se permettre d'économiser du bois, si on veut gratter en performance environnementale, en tout cas en impact environnemental, bah, économiser du bois, c'est intéressant parce que ça réduit l'impact et puis surtout, le bois est un matériau qui a un certain prix. Donc, ça vous fait aussi des économies sur votre chantier si vous limitez les volumes de bois. Un système ultra courant chez les autoconstructeurs, c'est le grèbe, donc une technique canadienne qu'on utilise aussi assez régulièrement en autoconstruction. Alors, le principe, là, c'est d'utiliser des ossatures très légères en bois. Donc, c'est deux ossatures, en fait, entre lesquelles on va emprisonner la paille. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de poteau intermédiaire. Donc, c'est très facile de rentrer les bottes de paille entre les deux montants en bois. Une fois que la paille est rentrée, on met une banche, donc un panneau d'OSB. On coule notre enduit, qui est un enduit dédié au grèbe, qui comprend un petit peu de ciment pour assurer une prise plus rapide de l'enduit, pour qu'on puisse démouler le lendemain et faire la couche suivante. Tout en assurant une certaine respirabilité, parce que le ciment en tant que tel bride un petit peu les transferts de vapeur. Donc là, on en met très peu pour accélérer la prise sans perturber les transferts de vapeur. Et pourquoi c'est intéressant en autoconstruction? Parce que en fait, on utilise des ossatures très légères et on n'a pas besoin de système de levage pour monter le bâtiment. On peut le faire à la main avec des copains. On n'a pas besoin de matériel spécifique pour ça. L'inconvénient, alors ça va très vite de rentrer la paille dans l'ossature. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps pour mettre les enduits. Donc en termes de temps, ce que vous gagnez sur la paille, vous le repassez sur les enduits. Mais après, c'est un système qu'on peut faire en autoconstruction. Donc en coût de main-d'œuvre, si vous ne comptez pas vos heures, c'est vraiment intéressant. Le futur de la construction paille, je dirais que ça passera par la préfabrication. Pourquoi? Parce que les systèmes en ossature, où on met la paille nous-mêmes entre les ossatures et on enduit, c'est extrêmement consommateur en temps. Donc, si vous le faites pour vous-même en autoconstruction, soit. Si vous demandez à une entreprise de le faire, vous allez payer les heures. Et du coup, comme le temps, c'est de l'argent, en général, ça fait des murs qui sont très chers. Donc, il faut trouver des systèmes pour accélérer la production de murs et pouvoir proposer des mètres carrés de murs à des prix qui restent compétitifs. Et ça passera par la préfabrication, où on peut travailler déjà à l'abri, à l'horizontale, avec du matériel, et puis livrer des murs préfabriqués sur chantier. Alors, le domaine de la construction en bois est familière de la préfabrication depuis très très longtemps. On a des machines numériques qui font ça très très bien. On développe aussi maintenant un système pour intégrer la paille dans ces ossatures. Donc PyTech, par exemple, en Belgique, le fait très bien. Les Slovaques
Ils sont en Slovénie maintenant, 2 EcoCocon font ça, ont un système très intéressant. Il y a quelques Français qui le font aussi. Donc ça commence à se développer et je pense que l'avenir de la construction paille, si on veut massifier ce système constructif, ça passera par des ateliers de préfabrication pour pouvoir accélérer la production et réduire les coûts. Et donc là, on vous livre des murs préfabriqués, éventuellement pré-enduits sur le chantier, et donc votre chantier, il va excessivement vite parce qu'on amène c'est un gros Lego finalement. Ça, c'est un exemple de bâtiment. Alors, c'est un petit bâtiment d'accueil du public dans les marais d'Archy, au Crier d'Archy. Je vous lance pas la vidéo ici, mais éventuellement, vous pouvez la retrouver sur Internet. C'est une vidéo du journal de RTB qui présente le chantier. Et donc là, c'est des murs préfabriqués qui ont été amenés sur chantier, assemblés. Donc, c'est un chantier qui dure quelques jours et on est à l'abri de l'eau et de la pluie très rapidement. Et on a tout le temps nécessaire et le confort nécessaire ensuite pour faire les finitions à l'intérieur. Les toitures sont le même principe, on peut faire des caissons préfabriqués. Alors là, ils ne sont pas forcément enduits parce que c'est lourd, mais ça peut être aussi des caissons en général avec des poutres en I. Alors petit détail important, dans les poutres en I, on remplit avec de l'isolant, typiquement la fibre de bois, le lame de la poutre, histoire qu'il y ait un contact parfait entre la paille et l'isolant. Parce que on veut pas créer de pont thermique, on veut pas créer de petits espaces pour les petites bêtes, on veut pas créer de canal de diffusion de flammes en cas d'incendie. Donc pour toutes ces raisons, on est particulièrement vigilant à combler tous les petits trous, tous les petits interstices qu'il y a dans les murs, dans les parois en paille. Mais ça devrait être le même point de vigilance pour n'importe quelle construction. En fait, il faut pas qu'il y ait de creux dans quel que soit le système constructif. Il faut absolument éviter les creux. Alors principalement pour les questions de pont thermique, d'incendie et les petites bêtes aussi. Donc du coup, la préfabrication, ça se fait pas en autoconstruction parce que vous avez besoin d'engins de levage. Donc c'est une pratique qui est plutôt dédiée aux professionnels. La paille porteuse, je l'ai évoqué, donc la paille porteuse, on fait poser le poids de la charpente directement sur la paille, et en fait, ce qui assure la stabilité, c'est la paille, mais aussi les enduits. Parce que les enduits qu'on utilise sur ces pailles porteuses, en fait, contribuent au contreventement du mur. Il n'y a pas de contreventement spécifique, il n'y a pas un panneau d'OSB où il n'y a pas de feuillard. C'est l'enduit qui va faire le contreventement. Donc c'est pas une technique qui est reconnue, qui est officielle, mais il y a des bâtiments qui se font et qui se font bien. On a quelques exemples de maîtres d'ouvrage très motivés qui l'ont fait pour eux et qui en sont très très contents aussi. Mais ça demande une bonne pratique. Il faut trouver les artisans qui savent le faire correctement. On a beaucoup parlé de bâtiments neufs, on peut aussi faire de la rénovation, ou en tout cas de manière générale de l'isolation par l'extérieur. Donc l'isolation par l'extérieur, en fait, on a un mur existant qui est porteur, qui peut être un bâtiment existant en pierre, en bois c'est plus rare, en béton, et on vient en fait accrocher une structure en bois, remplissage de paille, on referme. Donc ça, on peut le faire en neuf ou en rénovation. Alors c'est possible, c'est pas le plus simple avec de la paille, à nouveau parce qu'on a une brique constructive qui est assez conséquente, et donc il faut avoir une trame de bâtiment qui est assez simple pour éviter de devoir reformer les bottes si on a une modénature assez compliquée sur la façade. Donc ça marche pour des bâtiments avec une modénature, une architecture assez simple, et si on a la place, parce que le ballot de paille à la base, son épaisseur minimale, c'est 36 cm, donc il faut pouvoir placer 36 cm d'isolant sur un mur. Alors pour ça, il y a quelques fabricants qui proposent des demi-ballots de 20 cm d'épaisseur, ce qui permet d'isoler par l'extérieur avec de la paille, sans prendre 30 à 40 cm d'espace, avec un ballot classique, je dirais. Ça, c'est un magnifique exemple de logement social à Saigné-des-Vosges. On le ressort tout le temps parce que c'est vraiment un bâtiment exemplaire. Alors, il est en CLT, donc panneau de CLT, panneau bois massif, où on est venu accrocher là-dessus des caissons remplis de paille. Alors, pour l'anecdote, en fait, les caissons, c'est pas des professionnels du bâtiment qui l'ont fait, c'est des professionnels de la boîte. C'est un gars qui fabrique des caisses en bois dans la région. Et on lui a demandé, tiens, tu pourrais faire des caisses en bois pour notre bâtiment? Et on lui a donné les exigences. On lui a dit, oh, pas de problème. Et donc, c'est un fabricant de caisses en bois qui a fait les caissons de façade pour la paille sur ce bâtiment-là. Comme on est en paille, en CLT, on a un bâtiment passif avec des charges qui sont extrêmement faibles et ils ont été très loin dans la démarche. Donc, on a un bâtiment qui est passif, mais ils ont travaillé aussi sur les économies d'eau chaude, ce qui fait qu'en termes de charges annuelles, les locataires ont des factures annuelles de charges chauffage et eau chaude d'une grosse centaine d'euros par an.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ne reçoivent plus de factures de chauffage et d'eau chaude mensuelle. C'est compris dans les charges annuelles qu'ils reçoivent une fois par an parce que le coût est tellement faible qu'on perd plus de temps à faire la facture qu'à se faire payer la facture finalement. Et ce bâtiment, il fait 7 étages, 7 niveaux. Les caractéristiques de la paille, donc résistance thermique largement au-delà de ce que vous devez pour la PEB. Vous êtes 2 fois au-delà de l'exigence PEB, donc pas de problème à ce niveau-là. Vous avez un matériau qui est perspirant, qui laisse migrer la vapeur d'eau en fonction des enduits que vous mettez dessus aussi. Alors ça dépend si vous décidez de faire des enduits, des bardages, etc. Il y a des règles techniques de conception de la paille, je vous en parlerai à la fin. Donc vous avez des exigences en termes de transfert de vapeur à respecter pour la paille et pour la construction de bois en général et pour n'importe quel type de construction d'ailleurs. Et donc là on a des murs qui sont perspirants, c'est-à-dire qu'ils laissent passer la vapeur. Alors c'est pas parce qu'ils laissent passer la vapeur qu'on peut se passer d'une ventilation. Quel que soit le type de bâtiment, paille ou autre, vous avez besoin d'amener de l'air neuf parce que même si votre mur paille ou autre est perspirant, il laisse passer la vapeur, bah très bien, il laisse passer la vapeur, c'est très bien. Mais c'est pas lui qui vous amène de l'oxygène, qui élimine le CO2, qui élimine les polluants, qui élimine les odeurs. Et donc, de toute façon, quel que soit le type de bâtiment, vous avez besoin d'un système de ventilation adéquat qui vous amène les bons débits d'air. C'est pas le mur qui va gérer tout ça. Alors aussi, c'est un puits de carbone. Alors, le puits de carbone, c'est super intéressant pour réduire l'impact environnemental du bâtiment, si ce n'est que c'est pas valorisé dans les ACV. Pour une raison qui est très simple, c'est que quand on parle d'ACV, c'est d'analyse de cycle de vie des matériaux. Notre matériau biosourcé, il va stocker du CO2 durant sa croissance, mais en fin de vie, quand il sera soit incinéré, soit composté, soit remis au champ, ce que vous voulez, bah, il va se décomposer, vous allez brûler, il va réémettre ce CO2. Donc en termes de cycle de vie, le bilan est nul. Si ce n'est que pendant la phase de vie uniquement, là oui, vous aurez stocké plein de carbone. Alors on peut regretter ça, moi je regrette, c'est la méthode qui est faite comme ça. C'est dommage, ça valorise pas les produits biosourcés, mais bah, on sait que ces produits, ils stockent du CO2, c'est sûr, parce que c'est des plantes qui poussent. Malheureusement, c'est pas valorisé dans les ACV. Et donc, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave parce que on sait que ça le fait à côté. Alors, ce carbone qui est stocké, on peut l'évaluer quand même, on peut le quantifier, mais il sera juste pas valorisé. Je peux le comprendre quand on travaille au niveau d'un matériau, c'est juste dommage que ce ne soit pas valorisé au niveau d'un bâtiment complet et d'un parc de bâtiments, parce que si effectivement on a des objectifs européens de réduction des émissions de CO2 et qu'on a le biosourcé qui se répand largement dans le parc de bâtiments, c'est quand même dommage qu'à un moment donné, il n'y ait pas de méthode pour valoriser cet effort. Bon, ça viendra peut-être que les ACV, c'est des méthodes qui sont assez jeunes, j'ai une grosse dizaine d'années, donc c'est jeune pour des méthodes qui sont complexes. Donc ça viendra peut-être dans le temps. Et en Belgique, c'est un sujet qui est très jeune. L'outil Totem, il a été lancé il y a 3 ans, 2 ans et demi. En France, ils ont lancé des outils d'ACV il y a déjà beaucoup plus longtemps, il y a une bonne dizaine d'années, et ils sont en train de travailler sur ces questions de stockage ou pas de CO2, etc. Donc, c'est des questions qui sont d'actualité, qui vont travailler, et il faut juste entre guillemets, croiser les doigts pour que ça soit pris en compte à un moment donné pour valoriser ces systèmes constructifs. En fait. Évidemment, en termes de qualité d'air, il n'y a pas d'émission de COV, il n'y a pas de colle, pas de solvant. Donc, en termes de qualité d'air, vous avez un produit qui est inoffensif pour la santé. Alors évidemment, quand on parle de bâtiment paille sur des salons, on dit « Ah, c'est génial, ça coûte combien ?» C'est compliqué, parce que c'est pas le prix de la paille qui fait le prix du bâtiment. Ça va dépendre de tout ce qui est autour, et puis ça dépend du niveau de finition, etc. Donc en termes d'isolant, en fait, vous avez l'isolant le moins cher du monde. À performance thermique équivalente, là je vous ai donné une estimation pour un mur avec un U de 0,15. Donc 0,15, c'est largement plus que dans la PEB, et on commence à arriver au niveau de mur passif. Donc ça correspond à une botte de dimension moyenne. Ça me coûte 9 € par mètre carré de mur isolé. Et si je prends le mur avec une performance équivalente en laine de roche ou en polyuréthane polyisocyanate, j'ai des prix au mètre carré de 33 à 50 € le mètre carré. Donc l'isolant paille, en fait, il n'est pas cher du tout. Le mur paille, par contre, après, une fois qu'il est monté, là, ça se discute. C'est pas forcément moins cher. Ça dépend de ce qu'on met comme bardage, comme finition, si on fait des enduits, si on paille les enduits ou on les fait nous-mêmes, etc. Donc là, ça peut être très variable.
Donc, petit quiz encore. À votre avis, quel est le prix d'un logement de très haute performance énergétique et environnementale? Donc, vous avez plusieurs propositions. En mètres carrés, TVA comprise, donc entre 1600 et 2200 euros le mètre carré, à votre avis, vous seriez prêt à mettre combien pour la Rolls-Royce du bâtiment en termes de performance énergétique et environnementale? Petit indice, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez vous lancer sans crainte. Et en plus, c'est anonyme. J'irai pas vous rattraper après parce que vous n'avez pas dit une réponse qui me convenait. On va encore dans quelques réponses. Il y a presque la moitié des gens qui ont répondu. En même temps, encore quelques réponses. Allez, soyez pas timide. Lancez-vous. Le premier chiffre que vous vient en tête, comme ça, hop, et vous le mettez dans le sondage. Et on va passer à l'analyse. Donc, vous estimez qu'un bâtiment de très haute performance environnementale tourne autour de 1800-2000 euros le mètre carré. C'est pas mal ça, effectivement. Mais c'est hyper variable. Ça dépend, si vous le faites faire par une entreprise, ça dépend du niveau de finition, ça va dépendre du site aussi, si vous êtes dans une région où les coûts de construction sont chers ou pas. Donc en fait, c'est hyper variable et quand vous le faites en autoconstruction, vous pouvez sortir un bâtiment à 800 000 euros le mètre carré si vous le faites fortement en autoconstruction. Si vous le faites par une entreprise, vous êtes plutôt à 2000 euros le mètre carré. Alors 2000 euros le mètre carré, quand on évoque, on peut reprendre le PowerPoint du coup. Quand on évoque ces prix-là, on se dit ouais, c'est super cher. En fait, on a l'impression qu'un bâtiment en paille, parce que c'est de la paille, c'est pas cher. Mais en fait, il faut comparer à performance équivalente. Quand vous demandez les prix d'un bâtiment passif, si on vous dit entre 1800 et 2000 euros le mètre carré, en général, ça choque pas les gens parce qu'on sait que du bâtiment passif, c'est les prix. La fourchette en fait est statistique de bâtiments passifs, de maisons passives, c'est entre 1700 et 2000, je pense. Si on vous dit qu'un bâtiment paille coûte 2000 euros le mètre carré, ça choque parce qu'on se dit ah, mais la paille c'est pas cher. Bah oui, mais il y a tout ce qui va autour. Et puis certes le matériau est pas cher, mais c'est plus de main d'œuvre et donc c'est une main d'œuvre aussi qui est plus locale. Donc on espère mieux payer. Donc il y a des aspects sociaux aussi à la construction paille qu'il faut pas négliger. Et en fait, il faut se dire que pour le prix d'un bâtiment passif, vous avez aussi un bâtiment qui est passif ou quasi passif, mais qui en plus est hyper écologique et qui a de très faibles impacts environnementaux. Et même si vous n'êtes pas concerné par les impacts environnementaux, en termes de confort, alors confort d'hiver, c'est un bâtiment super isolé, il n'y a pas de problème. Mais l'été dernier, on a été faire des campagnes de mesures dans des bâtiments en paille. Et donc, si vous vous souvenez, l'été dernier, on a eu l'été dernier ou l'été d'avant, il y a eu deux périodes de canicule, une en juillet, une en août. La première, on a atteint 35 degrés, et la deuxième, on a atteint, là où j'ai fait les mesures, donc c'était dans le Brabant wallon, on a atteint 42 degrés pendant une journée. À l'intérieur, on avait dans le salon qui était sud-ouest, donc pas une exposition très favorable, puisque sud-ouest, le soleil, il est plutôt bas, donc il rentre très bien dans le bâtiment. Et les premiers jours, il n'avait pas mis de protection solaire, et même sans protection solaire les premiers jours, on a atteint 27 degrés dans le salon et 23 degrés dans les chambres qui étaient au nord, alors qu'on avait 40 degrés à l'extérieur. Et sur la maison, en juillet, où il y avait 35 degrés dehors, on a atteint, je pense qu'on avait 25 degrés dans les chambres. Alors on avait aussi 27 grosso modo dans le salon, qui était aussi une exposition défavorable. Sud-ouest, pas de protection solaire. Les chambres, plutôt de l'autre côté, côté nord, à 25 degrés. Et sous les toits, on était à 20, 29, je pense. Sachant qu'on avait quand même plus de 35 dehors. Donc en fait, vous avez des bâtiments qui sont confortables en hiver, excessivement faciles à chauffer, mais qui sont aussi très confortables en été. Et vu les étés qu'on a de manière de plus en plus récurrente et les canicules qui deviennent quasi systématiques, c'est aussi important de travailler sur ces questions de confort d'été. Et avec des bâtiments en paille, on y arrive. Alors, c'est pas que la paille soit un excellent contributeur à l'inertie. Il y a beaucoup d'a priori sur les isolants lourds où on se dit ah bah oui, l'isolant il est plus lourd, donc en termes de confort d'été, il contribue énormément. Non,
En fait, le boulot d'un isolant, c'est d'isoler, c'est pas de stocker de la chaleur. Ce qui va contribuer à l'inertie, c'est les matériaux lourds. Et dans le cas de la paille, traditionnellement, on termine avec des enduits de 4-5 cm d'épaisseur en argile. Et là, il y a une contribution qui est significative. Alors, la paille est un peu contributrice aussi parce qu'on en met beaucoup. C'est un matériau qui est très lourd, très dense, on en met beaucoup. Donc oui, la paille contribue un petit peu, mais le contributeur, ça reste la masse à l'intérieur du bâtiment, donc les planchers, les enduits, etc. Et puis surtout, quand on calcule ces bâtiments, on se rend compte que ce qui est vraiment primordial, c'est de limiter les apports solaires et de rafraîchir la nuit, de pouvoir ventiler. Et donc, si vous avez un bâtiment avec un minimum d'inertie, que vous avez des bonnes protections solaires et que en plus vous pouvez le rafraîchir la nuit et largement ventiler, il y a quand même de grandes chances pour que vous ayez un bâtiment qui soit aussi confortable l'été, même si vous n'avez pas des matériaux hyper massiques en termes d'isolation. Donc je reviens sur les prix. Donc oui, ça on l'a évoqué. Donc alors faites attention parce que maison standard, j'entends maison sur catalogue. Sur tous les salons, vous voyez des maisons en 1200 € le mètre carré. Ça n'existe pas une maison en 1200 € le mètre carré, en tout cas pour des particuliers. Quand c'est à plus grande échelle, etc., éventuellement. Mais pratiquement, pour en discuter avec des architectes qui travaillent avec ces constructeurs, en général, ces bâtiments, enfin ces maisons individuelles annoncées à 1100, 1200 € le mètre carré, elles sortent plutôt à 1400, 1500 € le mètre carré. Et c'est une maison standard, donc qui est ni écologique, qui est à peine PEB, parce qu'à ce tarif-là, on serre les vis sur toutes les prestations, c'est des prestations à minima, et donc vous n'avez pas du tout le même niveau de performance, vous n'avez pas le même niveau de qualité, vous n'avez pas le même niveau de confort. Donc il faut comparer des choses qui sont comparables en bâtiment paille. Il faut se dire que si on veut faire quelque chose de plus performant, enfin moi personnellement quand j'étais en bureau d'études, en tant que concepteur de bâtiments, si je devais faire des bâtiments plus performant, bon, on fait déjà du passif, on ne sait pas aller beaucoup plus loin, et plus écologique, j'ai pas beaucoup d'alternatives que ça, quoi. Donc il faut se dire qu'à 2000 € le mètre carré, vous avez le top de ce qu'on peut faire en termes de performance et d'impact environnemental. Mais évidemment, bah, si vous mettez dans votre bâtiment à 200 000 € une cuisine à 50 000 €, on peut pas dire que c'est à cause de la paille que votre bâtiment est cher, c'est parce que vous adorez cuisiner. Et ça, c'est pas le problème de l'architecte. Enfin si, il faut quand même qu'il place sa cuisine dans votre bâtiment. Alors, malgré tout, même si c'est un matériau qui est super intéressant, il a quand même quelques contraintes. En synthèse, je dirais que les principales contraintes que je retiens pour la paille, alors le fait que le CO2 soit pas pris en compte dans la CV, personnellement, ça ne me touche pas vraiment parce que c'est pas grave. Même sans ça, le matériau est déjà très performant dans la CV, donc c'est pas le problème. Les principales contraintes que je vois à la paille, en fait, c'est l'approvisionnement en paille. Alors, je vous aurai le slide, vous aurez tous les détails, hein. Mais quand vous faites un bâtiment en paille, je vous expliquais que c'était un bloc de construction qui était assez considérable, 80 cm de long, 46 cm de largeur. Il faut pouvoir faire une trame de bâtiment adaptée. Et donc, idéalement, il faut trouver l'agriculteur qui va vous fournir des bottes, vérifier avec lui que ces bottes sont de qualité, qu'il peut les stocker correctement pendant un certain temps, parce qu'entre la récolte et le chantier, il peut y avoir des mois. Donc l'approvisionnement est une source de préoccupation où il faut avoir l'agriculteur, connaître ses bottes, que le stockage soit assuré pendant des mois. Donc ça, c'est une préoccupation. Alors, c'est pas compliqué en tant que tel, il faut juste l'anticiper. Euh, et voilà, il faut juste garder ça à l'esprit. Puis si vous faites votre chantier, bah, il y a aussi toute la mise en œuvre, si vous le faites vous-même, qui prend du temps. Donc il faut pouvoir mettre les bottes dans la trame, dans le sature en bois, faire les enduits, etc. Ça prend du temps. Euh, Après ça, c'est vraiment l'essentiel. En termes de contraintes, c'est vraiment l'essentiel. Ça demande un peu d'anticipation. C'est pas un matériau que vous allez acheter chez Brico qui est déjà stocké, qui est connu, les dimensions sont stables, les caractéristiques sont connues. Là, non. En fait, vous avez des dizaines et des centaines de fournisseurs potentiels. Et pratiquement, en fait, on a quelques producteurs en Wallonie qui font de la paille dédiée à la construction. Mais sinon, en fait, n'importe quel agriculteur peut potentiellement vous fournir de la paille si elle a la bonne densité, la bonne qualité. Si ce n'est que si c'est pas un agriculteur qui est familier avec la construction de paille, ce sera à vous de vérifier que la paille correspond à vos besoins. Et donc ça, il faut le prévoir. Hum, alors du coup, oui, si vous le faites vous-même et que ça prend du temps, ben, le coût de la main-d'œuvre, ça peut être un frein. Tout simplement aussi, si vous faites faire des enduits, déjà juste faire des enduits,
si vous ne faites pas vous-même, bah, ça prend du temps parce qu'il faut faire plusieurs couches, etc. C'est déjà juste l'enduit déjà cher en lui-même, donc le temps de mettre la paille, etc. C'est pour ça qu'on essaye d'encourager au maximum la préfabrication pour essayer d'accélérer la production de murs. Alors, mes connaissances des techniques, c'est pas que la paille soit particulièrement compliquée comme technique, c'est une technique où il n'y a pas de piège, il y a des particularités, mais il n'y a pas de piège particulier. Par contre, comme c'est une technique qui est jeune, on veut absolument que les gens, enfin, on souhaiterait que les gens se forment pour éviter des malfaçons et pour qu'on n'ait pas à dire ah ben ce défaut sur ce bâtiment c'est à cause de la paille. Non, en général, quand il y a un défaut, que ce soit paille ou autre matériau en général, c'est une contrefaçon qui est liée à la pose, à l'exécution. Mais si ça arrive sur des bâtiments paille qui sont méconnus, peu diffusés, on va dire oh ben, la paille ça marche pas. Non, en fait c'est la pose qui marche pas, c'est pas la paille qui marche pas. Donc on insiste vraiment, on encourage vraiment les gens à aller se former pour éviter les contrefaçons et les contre-références, ce qui serait dramatique pour un secteur qui est émergent. Donc aussi, vous n'avez pas non plus des dizaines de professionnels qui font de la paille. Alors, il y a pas mal d'architectes. On a monté un réseau où on a principalement des architectes dans le réseau. Donc, il y a pas mal d'architectes qui font de la construction paille, mais il y a encore peu d'entreprises qui font de la construction paille. Donc, quand vous lancez un marché en paille, alors si vous êtes particulier ou maître d'ouvrage public, il y a un travail de sourcing à faire avant pour être sûr que quand vous en lancez le marché, il y aura des gens qui pourront y répondre. Parce que si vous lancez un marché qui est infructueux, c'est toujours gênant, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, etc. Et donc, il y a un travail de sourcing et d'anticipation à faire aussi sur le public professionnel qui va pouvoir répondre à votre appel d'offres. Oui, alors les risques sur chantier, donc les petites bêtes, le feu, oui, alors au chantier, il y a un risque, donc on est particulièrement vigilant à ce que le chantier soit nickel en tout temps. Donc, sur les chantiers en général, il y a un responsable propreté qui évacue la paille progressivement et en fin de journée, on sort tout et on évacue toute la paille qui traîne pour ne rien laisser traîner au sol, ce qui évite les petites bêtes, les risques de départ de feu, etc. Donc ça, c'est aussi une organisation de chantier, quoi. Alors pour terminer, quelques exemples de réalisation. Donc ici, je vous ai mis l'exemple de l'école de Binche, donc qui est sorti à un coût de 1 400 € hors taxe, qui est vraiment un prix très compressé, comme la paille. Pour une école, c'est un prix d'une école pratiquement conventionnelle. En fait, ils ont fait un exercice extraordinaire. Ils ont fait un bâtiment vraiment de très grande qualité à des coûts très maîtrisés. Ça, c'est les modules de Ecolodge, les voiles cubes, donc livrés comme ça entiers. Donc c'est plug and play. Alors, ils vous livrent en fait l'enveloppe. Après l'aménagement intérieur, vous faites exactement ce que vous voulez. Ça peut être une extension, un bureau, une chambre d'amis ou une maison. Vous pouvez assembler quelques modules pour faire un volume un peu plus grand et faire un logement dans le wall cube. Il est disponible en location. Si vous le testez un week-end en Airbnb ou en gîte, vous pouvez le louer pour le tester en fait. PyTech, qui est, je dirais un peu le précurseur de la paille en Belgique, qui fait des maisons depuis 10 ans, donc ils ont un sacré retour d'expérience et ils sont vraiment très reconnus pour ça. Et donc, ils vous proposent, ils ont un catalogue en fait que vous pouvez télécharger sur leur site où ils vous donnent des coûts. Ils ont quelques maisons types qu'ils vous proposent. Alors après, maison type, ça veut pas dire que vous pouvez rien changer. On ne change pas, je dirais, l'empreinte du bâtiment, mais après, tout le cloisonnement à l'intérieur, vous pouvez adapter. Et là, selon le type de bâtiment, selon la taille du bâtiment, vous êtes grosso modo, effectivement, à 2 000 € le mètre carré. Très bel exemple aussi, donc, Enertech est un bureau d'études thermiques situé en France. Ils ont fait leur bâtiment paille passif à des coûts extrêmement maîtrisés. Et donc là, on a un bâtiment qui est un bâtiment énergie positive, donc qui produit plus d'énergie qu'il en consomme, qui est en paille, qui est passif, donc passif positif, et pour un coût de sortie de 1 200 € le mètre carré. Alors, Sean, c'est une surface conventionnelle, c'est l'équivalent de notre surface brute pour calculer les surfaces de bâtiment, donc c'est y compris l'épaisseur des murs. Donc c'est un coût extrêmement maîtrisé aussi, donc j'imagine qu'à ce niveau de prix-là, pour des bureaux, il y a une part d'autoconstruction aussi. Mais ils sont aussi dans le sud de la France, je ne sais plus dans quel coin, mais à mon avis, dans des régions où les coûts de construction ne sont pas très très chers. Ça, je vous en ai parlé, donc c'est Saint-Dié-des-Vosges, qui est un magnifique bâtiment, 1 800 € le mètre carré. Pour du logement social, ça commence à être conséquent. Mais c'est le choix du bailleur social de faire des bâtiments de très grande qualité pour ses locataires.
Et là, oui, bah, effectivement, on est à 1800 € le mètre carré. C'est le prix de la très très grande qualité. Quand vous allez au restaurant, si vous allez au McDonald's ou si vous allez dans un restaurant étoilé, vous vous attendez à ce que la qualité de la bouffe soit pas la même, et donc ça justifie une différence de prix. Alors, on peut justifier, je trouve que intuitivement, mettre 3 à 4 fois plus dans le prix d'un excellent restaurant, ça peut sembler réaliste. Par contre, quand on est dans un bâtiment très performant, il faudra mettre 10 à 15% en plus, ça choque. Ben, ouais, mais il faut se dire que aussi, on n'est pas du tout sur le même niveau de performance et de qualité. Et donc, à ces prix-là, en fait, on est sur ce qu'on fait de mieux en termes de construction. Alors là, j'ai mis des exemples en vrac. C'est juste pour dire que l'architecture paille n'est pas une architecture qui est typée. On peut identifier des bâtiments paille. En général, quand vous avez des enduits épais et des arrondis autour des fenêtres, comme la petite photo en haut au milieu, ben ça, c'est une signature paille. Parce qu'effectivement, on enduit, on fait des enduits très très épais, donc on fait des beaux arrondis, etc. Mais vous pouvez avoir une architecture tout à fait contemporaine qui n'est pas signée paille. Donc là, vous avez d'autres types de bâtiments. Si je vous dis pas que c'est de la paille, vous le savez pas, quoi. Dans le cadre du projet européen, rapidement, je vais vous présenter le projet du cluster. Et donc, pour la Belgique, nous, on construit des bureaux qui hébergeront à la fois le cluster et ELEA. Ce sera situé à Écolis, donc au nord de Namur, à 7-8 km au nord de Namur. Sur la N4, on a l'Anvers-Jean-Blou. Donc, c'est un bâtiment de 400 mètres carrés de bureaux avec des salles de réunion, des espaces de conférence, d'accueil, des espaces de coworking aussi pour nos membres qui veulent se réunir, qui ont besoin d'un point de chute pour rencontrer soit des partenaires, soit des clients, etc. Ils pourront avoir des locaux à disposition pour se réunir dans nos bureaux. La spécificité du projet, c'est que ce bâtiment était une opportunité pour Mobic de développer un nouveau système constructif qui se base sur des montants de demi-troncs d'arbres, des demi-grumes qui ont été assemblés pour faire des banches. Et donc, en fait, c'était une opportunité pour développer un nouveau système constructif qui n'avait jamais été fait avant, et ça, on en est assez fiers, parce que c'est aussi le boulot du cluster d'encourager leurs membres à innover et à se développer. Et donc là, on est assez content de ça. Donc, entreprise générale Mobic, deux architectes, Helium pour le dessin du bâtiment et Havresac, donc Helium est basé à Liège et Havresac est basé à Mons. Et eux ont intégré l'expertise paille, construction paille dans le bâtiment. Et Omeco pour le bureau d'études qui est aussi basé à Mons et qui a une bonne maîtrise des bâtiments très performants, des bâtiments passifs. Le nôtre n'est pas passif, il est Clusen, mais il n'est pas passif. Mais de toute façon, Omeco a une très bonne expertise de ces bâtiments. Alors, pour vous montrer rapidement le système constructif, l'objectif, c'était d'utiliser du bois très très peu transformé, parce qu'en fait, le bois coûte cher, parce qu'il est transformé, il faut le couper, il faut le débiter, il faut le sécher, il faut le redétailler en planches, il faut rectifier les planches, etc., il faut l'assembler. Donc en fait, le prix du bois augmente avec la transformation. Donc l'objectif ici, du constructeur bois, donc de Mobic et de Sidus, qui est la scierie qui transforme le bois, c'était d'utiliser du bois extrêmement peu transformé pour réduire son coût. Donc ici, on va utiliser des demi-grumes. Donc en fait, vous prenez un tronc d'arbre, vous le coupez en deux, vous rectifiez la surface pour pas avoir d'arrondi parce que c'est plus facile de le manipuler. On verra après, on va l'assembler et faire des murs avec ça. Alors ce que vous voyez ici, ben, ça c'est les grumes qui vont constituer les murs. Donc la machine qui permet de rectifier les grumes et de les usiner pour créer des profils pour les assembler. Ça c'est notre parquet. Donc c'est du hêtre qui a été récolté à 15 km de la scierie. L'épicéa qui est utilisé pour les montants en bois vient de quelques dizaines de kilomètres de la scierie. Donc c'est vraiment du bois très local. Le bois est séché et torréfié. Donc, il est torréfié, c'est-à-dire qu'il subit un traitement thermique en absence d'oxygène pour carboniser, je veux dire carboniser, ouais, non torréfié vraiment, le bois, ce qui permet de le protéger contre les insectes et les moisissures. Et donc la partie extérieure est torréfiée, la partie intérieure, le parement intérieur en grume sera brut, donc non traité. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, d'autres murs, donc vous avez la grume
côté intérieur, donc ici c'est un petit modèle, une petite maquette qui a été réalisée l'été dernier pour tester l'assemblage, parce que c'est la première fois qu'ils font ce mur-là, donc ils voulaient tester les assemblages, voir les jonctions, comment on monte le mur, comment on fait des liaisons entre les planchers et les façades, comment on gère les fenêtres, etc. Donc régler tous ces petits détails d'exécution sur une maquette avant de lancer la fabrication du bâtiment. Donc le principe du mur, c'est qu'on a une banche, un mur constitué de demi-grumes, un pare-vapeur. Ici, derrière l'OSB, il y a la paille. De l'autre côté, on a un pare-pluie. Et notre grume, alors ici, elle est brune parce qu'elle est torréfiée. Donc, les banches assurent en plus la stabilité du bâtiment. Ce qui fait la stabilité du bâtiment, ce sont les grumes par elles-mêmes. Elles font 16 cm d'épaisseur, donc elles portent tout le bâtiment sans aucun problème. Et donc, on a pu régler ici tous les détails de passage d'étage, de pose des membranes, etc., d'évacuation de l'eau de pluie. Tous ces petits détails d'exécution ont été réglés là en atelier. Et on est en train en fait de monter les modules. Donc les premiers modules 3D ont été montés en usine et ils seront amenés sur chantier d'ici un mois environ. Et la réception devrait se faire dans le courant du mois d'avril, fin avril. Voilà une autre perspective du bâtiment. Donc ici en fait c'est la partie bureau, là l'accueil, là l'espace de coworking. Et donc on est situé à Écolis, dans le haut de Écolis, donc on a des jolies vues dégagées sur tous les environs. Donc c'est assez sympa et j'espère que, vu l'évolution favorable des conditions sanitaires, on pourra tous faire une magnifique inauguration cet été ou au plus tard en septembre de toute façon. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on peut passer aux questions. Donc, je peux soit tirer les questions dans le chat, soit Delphine peut me les envoyer. Donc, bonjour Hugues, quel est le comportement d'un bâtiment paille plus ossature bois en confort d'été, notamment vis-à-vis d'un principe mur béton plus ITE? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. En fait, à partir du moment où vous avez un bâtiment qui a de l'inertie, de la masse à l'intérieur, donc qui peut stocker de la chaleur, qui est protégé des apports solaires et qui est ventilé la nuit, vous pouvez faire des bâtiments très confortables en été, que ce soit en paille ou en béton. Alors le béton, c'est facile, c'est hyper lourd. Donc si vous avez une structure en béton isolée par l'extérieur, il n'y a pas de problème, c'est confortable en été si vous protégez vos vitrages et que vous ventilez. Et avec de la paille, qui présente un petit peu moins d'inertie par rapport à du béton. En fait, quand on fait des mesures sur les bâtiments, en termes de mesures sur des cas réels, ces bâtiments, ils sont très confortables, et les gens vivent très bien dedans, ils en sont très très contents. Et quand on les simule, ça c'est des travaux que je fais avec mes étudiants, on fait des simulations de bâtiments, et quand on simule des bâtiments en paille, on simule des bâtiments et on voit que ces bâtiments, ils peuvent être confortables aussi, même si l'inertie est un petit peu moins forte. Elle est malgré tout avec des planchers, même avec des planchers en CLT et des enduits à l'argile, ce qui est un système constructif assez classique finalement, on arrive à avoir des bâtiments très confortables en été. Ok, question suivante. Pour la préfabrication, vous avez expliqué que l'âme des poutres en I sont faites d'un matériau isolant, ou la poutre en I est remplie d'un isolant, ce qui donnerait une poutre carrée. Donc en fait, non, c'est des poutres en I classiques avec des âmes en OSB, en bois, mais en fait, on va remplir le creux de l'âme avec de l'isolant pour qu'il n'y ait pas d'espace vide entre l'âme de la poutre et la paille. Parce que même si votre botte est un peu souple, malgré tout, on n'arrivera pas à faire rentrer complètement la paille dans l'âme de la poutre. Et donc, pour éviter qu'il y ait le moindre espace dans l'âme de la poutre, on remplit avec en général de la fibre de bois semi-rigide, qui se découpe très bien, qui rentre bien dans l'âme de la poutre. Et puis on vient insérer nos bottes de paille là-dedans. Et donc là, on a une parfaite continuité, on n'a pas de pont thermique, on n'a pas de petits creux, on n'a rien du tout. En fait, c'est une exigence dans les règles pro de la construction de paille. Donc les Français ont écrit un très très beau livre. Très beau livre, non, c'est pas qu'il est beau, c'est qu'il est très pratique. Un livre, ce sont les règles professionnelles de la construction de paille. Et donc quand on fait un bâtiment en paille en France, on doit respecter les règles qui sont dans ce bouquin. Et en Belgique, on peut s'en servir comme guide et comme référence aussi pour construire en paille. Et donc là-dedans, il y a un chapitre spécifique qui dit qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de vide entre deux bottes de paille pour les ponts thermiques, pour la propagation du feu, pour les petites bêtes. Et donc, en assemblage en ossature, il faut absolument éviter qu'il y ait des espaces vides entre les bottes. Merci. La question suivante.
Est-ce que si les agriculteurs se structurent, cela pourrait simplifier l'approvisionnement? Oui, énormément. Et c'est vraiment un enjeu. Alors, en Belgique, pas encore, parce que il n'y a pas non plus des dizaines et des dizaines de constructions en paille de grande ampleur. Donc, si vous voulez faire une maison en paille, vous allez chez un agriculteur qui fait de la paille et vous lui demandez une maison, c'est entre 500 et 1000 ballots, il pourra vous les fournir. La plupart des agriculteurs pourront vous fournir un millier de ballots, sans problème. Par contre, quand on commence à faire des bâtiments de grande dimension, ça devient plus contraignant parce que on n'aura peut-être pas un agriculteur qui pourra fournir l'ensemble des ballots. Et donc, il faudra qu'on aille voir plusieurs agriculteurs qui n'ont pas forcément la même machine et qui vous fourniront pas forcément des bâtiments, des bottes de paille à la même dimension. Donc, ça devient un enjeu, pas tant en logement, mais surtout en bâtiment public, quand on a besoin de beaucoup de paille. Et là, il y a un enjeu de structuration. Alors, on n'a pas encore le problème, enfin le souci en Belgique, parce qu'on n'a pas non plus des dizaines de bâtiments scolaires, par exemple, mais en France, ça devient vraiment un enjeu. Il y a une tension, en fait, sur la filière paille, parce que, justement, pour faire un collège, un lycée où on a besoin de 10 000 bottes de paille, il faut fédérer les agriculteurs. Et là, notamment dans les Hauts-de-France sont très très actifs sur la construction paille. Ils sont en train de structurer la filière paille pour identifier les agriculteurs qui peuvent fournir des bottes de paille. Et même éventuellement, un de leurs objectifs, ce serait d'avoir des centrales d'achat de bottes de paille. Donc, on aurait un entrepôt où on stockerait de la botte de paille et on aurait les caractéristiques exactes des pailles, des bottes. On saurait quelles dimensions elles ont, les densités, etc. Elles auraient été contrôlées. Alors, certes, ça augmenterait le coût de la paille, mais on a vu que le coût de la paille, il est négligeable, en fait, en termes d'isolation. Donc, même si le coût de la paille devait tripler, doubler ou tripler, parce qu'il y a de la manutention, il y a du stockage, etc., ça reste de toute façon encore beaucoup plus compétitif que d'autres isolants. Et donc, ça vaudrait la peine, effectivement, si on veut commencer à structurer la filière, parce que je vous ai évoqué, effectivement, un des enjeux, c'est le sourcing, c'est identifier les professionnels et les fournisseurs. Donc, si à un moment donné, la filière se développe et qu'on peut avoir des agriculteurs qui se rassemblent pour pouvoir avoir des gros stocks de paille pour faire des bâtiments de grande ampleur, ce serait vraiment idéal. Ça commence à se faire en France, pas encore en Belgique, mais les Hauts-de-France sont pas très très loin. Et donc, en fait, pratiquement, c'est un travail qui est en cours. Et pour les gros bâtiments qu'ils ont fait dans le nord de la France, certains projets sont venus s'alimenter en paille en Belgique parce qu'en fait, on a un producteur de paille qui produit de la paille pour le bâtiment et qui est reconnu pour ça. Et donc, il y a pas mal de projets dans le nord de la France qui sont venus chercher de la paille en Belgique parce qu'on avait ce producteur qui était reconnu. Ok, merci. La question suivante. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez évoquer? Non, c'est bon? Très bien. Je peux passer la main à Elsa maintenant, alors. Merci Hugues pour cette super présentation, hyper intéressante, très très inspirante aussi. Un tout Merci. grand merci. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que surtout la paille vous aura inspiré pour vos projets futurs. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube LEA, ainsi que sur le site de LEA, ainsi que sur les chaînes YouTube et les sites de nos partenaires. Les adresses s'affichent actuellement sur votre écran. Je tenais encore à remercier encore une fois nos partenaires, c'est-à-dire Gramiterm, Isoemp et le cluster éco-construction pour leur participation à la production de ces webinaires. Voilà. Elsa, si tu permets, une Oui. question encore. Donc, Tao demande si ils auront accès au PowerPoint. Et en fait, dans le PowerPoint, vous aurez aussi des ressources bibliographiques, des liens, si vous cherchez de l'information. Donc, dans le cadre du projet européen, on a créé un réseau paille. Il y a un site web. Effectivement, il restait 1 ou 2 slides après la présentation. Mais vous aurez toutes les références là-dedans. Et en fait, question très pratique si vous voulez construire en paille, vous pouvez vous baser sur les règles professionnelles paille françaises. Et on est en train d'éditer un cahier technique paille qui va faire un peu la traduction des règles françaises avec les spécificités belges. Et là, ça va être publié dans quelques semaines, en fait. Donc ça, on pourra vous diffuser, là, vous diffusez le PowerPoint et vous aurez tous les liens et toute l'information dedans. Merci Hugues. Voilà, désolé, j'avais oublié ce petit détail. Voilà, super. Oui, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les envoyer directement chez Eléa et on transmettra à Hugues, bien évidemment, s'il y a des questions qui vous arrivent encore bien plus tard. Voilà.
Alors, les webinaires du biosourcé, les rendez-vous du biosourcé, c'est terminé. En attendant de nouvelles aventures online, de nouveaux webinaires dans le domaine de l'éco-construction, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à tout bientôt. Bye bye. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.